Le Premier ministre socialiste António Costa a remporté les élections législatives de ce dimanche au Portugal et obtenu une majorité absolue. En France, Christiane Taubira est sortie vainqueur ce dimanche de la primaire populaire devant Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Elle a appelé les autres candidats à la rejoindre. Une puissante tempête frappe le nord de l'Europe depuis samedi. En Allemagne et en Écosse, plusieurs morts sont à déplorer. Les pays scandinaves ont déjà subi de nombreux dégâts. Une victoire au-delà de ses espérances pour le Premier ministre sortant. Le socialiste portugais António Costa a décroché la majorité absolue au Parlement à l'issue des législatives anticipées ce dimanche. Depuis 7 ans au pouvoir, l'ancien maire de Lisbonne aura donc les coups des franches pour débuter un 3e mandat à la tête du pays. La majorité des Portugais nous a fait confiance, a-t-il dit. Ils ont choisi le programme socialiste comme programme pour le prochain gouvernement. Nous avons une mission très claire, tourner la page de la pandémie et mobiliser toutes les énergies dans le redressement et le progrès du pays. Alors qu'il espérait pouvoir créer la surprise, le principal parti d'opposition, le Parti social-démocrate, le PSD, arrive en 2e position. Son dirigeant, le conservateur Rui Rio, a reconnu sa défaite. Il a aussi reconnu que le vote utile s'était porté sur la gauche. E à direita isso não aconteceu, não houve a mesma união em torno do PSD para evitar que o Dr. António Costa Avec 42% des voix, les socialistes ont déjoué les pronostics des derniers sondages de ces législatives anticipées. Le PS d'António Costa devance de 13 points les conservateurs du Parti social-démocrate. Le parti d'extrême droite Chega se hisse lui à la 3e place du scrutin. Une percée attendue pour ce parti très récent qui ne comptait jusqu'alors qu'un seul député et qui en obtient désormais au moins 12. Le Parti libéral de droite arrive en 4e position, devançant la gauche radicale, grand perdant également de ce scrutin. Parmi les autres informations à retenir de ces élections législatives portugaises, la percée de l'extrême droite. Le parti Chega, qui signifie AC en français, devient la 3e force politique du pays avec 12 députés élus. Son président André Ventura a pris la parole à son arrivée au quartier général de Chega ce dimanche soir et évoqué de bonnes et de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle concernant le résultat de son parti et la mauvaise à propos de la majorité absolue remporté par António Costa et les socialistes. Le parti d'extrême droite ne comptait qu'un seul député dans le Parlement sortant, tout comme les libéraux qui eux aussi sortent renforcés de ces élections. Le parti Initiative libérale a obtenu près de 5% des voix et 8 élus. Le bloc de gauche et la coalition communiste vert ont pour leur part été sévèrement sanctionnés après avoir provoqué ce scrutin en ayant rejeté le projet de budget pour 2022. Les anciens alliés d'António Costa réclamaient davantage de concessions en matière sociale. Elle était favorite et elle a finalement gagné. Christiane Taubira, officiellement lancée dans la campagne seulement depuis 2 semaines, a remporté la primaire populaire, une initiative citoyenne inédite en France par son ampleur. Une primaire que Christiane Taubira était la seule à soutenir, l'ex-ministre française de la Justice qui veut désormais tenter de rassembler les autres candidats de gauche. Au nom de vos choix de ce soir, je prendrai l'initiative d'appeler les autres candidats. Je le ferai en respect, parce que je l'ai déjà dit, chacune, chacun est légitime à sa place. Mais notre sort appelle aujourd'hui l'union et le rassemblement. Notre sort commun appelle l'union et le rassemblement. Et rassembler risque d'être difficile, voire impossible, car que ce soit Yannick Jadot pour les Verts, arrivé 2e lors de cette primaire, Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, qui lui décrit cette dernière comme une farce, ou la socialiste Anne Hidalgo, tous les concurrents de Christiane Taubira ont déjà assuré qu'ils poursuivraient leur campagne quel que soit le verdict. À l'heure actuelle, la gauche se situe à un score historiquement bas dans les sondages, avec seulement un quart des intentions de vote.
Dans la banlieue de Kiev, la capitale ukrainienne, ces volontaires se forment à une éventuelle incursion russe dans leur pays. Je me prépare à défendre mon pays contre une agression russe. La guerre sera déclenchée tôt ou tard. Vous pensez qu'il pourrait y avoir une autre incursion russe? Ce n'est qu'une question de temps. Aucun de ceux qui s'entraînent ici n'a d'expérience militaire. Ils sont avocats, chercheurs ou encore architectes. Mais depuis que la Russie a massé plus de 100 000 soldats près de la frontière ukrainienne, ces volontaires se retrouvent au cœur d'une crise qui pourrait remodeler leur pays et avoir des répercussions sur le continent tout entier. Il y a une certaine tension. Ce n'est pas seulement quelque chose que je ressens, c'est dans la société. Et ce n'est pas seulement à cause des Russes de l'autre côté de la frontière, dans les territoires occupés, mais aussi à cause des cyberattaques à l'intérieur de l'Ukraine et du risque d'attaque dans les écoles et le métro. Ça dure depuis 8 ans. L'année dernière, la situation est devenue plus tendue. Je suis personnellement calme, simplement parce que je sais ce que je ferais au cas où la Russie décidait de faire une incursion à grande échelle. Le ministère ukrainien de la Défense estime que ces personnes sont un élément crucial de sa stratégie. Il prévoit d'armer les 130 000 civils qui font partie de ces unités de défense. Denis Semirog-Orlik est le responsable. C'est lui qui a créé cette unité sur les réseaux sociaux il y a 2 ans. Selon lui, au cours des 6 derniers mois, le nombre de participants à ces formations a quadruplé. Je pense que la plupart des gens capables de tenir une arme à feu en ce moment doivent se préparer afin de subir le moins de pertes et d'être plus efficaces. L'Ukraine mise sur le soutien de ses alliés occidentaux pour faire pression sur Moscou et pour que la Russie n'envahisse pas son territoire. Si beaucoup ici espèrent que la diplomatie prévaudra, ces volontaires expliquent qu'ils veulent néanmoins être capables de se battre si on les provoque. Quelques 1600 personnes ont défilé ce dimanche de la gare Bruxelles-Nord à l'Atomium pour protester contre les restrictions sanitaires. Une marche pour la liberté qui a dû emprunter un itinéraire alternatif, ses participants n'ayant pas été autorisés à traverser le quartier européen. Les organisateurs de ce rassemblement ont par ailleurs adressé une pétition au Parlement et demandé la démission du gouvernement. Dans notre société, nous ne pouvons pas exclure les gens. Ce gouvernement a tort, c'est inacceptable. L'une des raisons pour lesquelles nous nous battons aujourd'hui, c'est pour défendre notre Constitution, les droits de l'homme, parce que les mesures qui ont été prises par le gouvernement vont à l'encontre de notre liberté et de la Constitution. Contrairement à la semaine dernière, cette marche s'est déroulée dans le calme et dans une atmosphère plutôt bon enfant. Aucun incident n'a été rapporté. Cette manifestation était bien moins importante et bien plus pacifique que celle à laquelle nous avons assisté dimanche dernier dans le quartier européen de Bruxelles. Mais il est encore trop tôt pour dire si le mouvement anti-vax belge s'essouffle. Depuis samedi, une tempête s'abat sur le nord de l'Europe et a déjà causé la mort de plusieurs personnes et de nombreux dégâts. En Allemagne, des masses de neige et la chute de débris ont provoqué des accidents de la route et endommagé des voitures stationnées. Les autorités ont demandé aux Berlinois de rester chez eux alors que des vents violents faisaient rage. Au sud-ouest de la capitale, un homme a même été tué, percuté par un panneau électoral et 2 autres personnes sont blessées. Le trafic ferroviaire a été suspendu par la présence d'arbres et de branches sur les voies. Dans le nord du pays, les vents ont atteint parfois une vitesse de 130 km/h. Le marché de poissons de la ville d'Hambourg a été inondé et les services météorologiques ont averti que la côte nord serait encore affectée par la tempête surnommée Malik. En Écosse, 2 personnes sont mortes et 23 000 foyers demeurent sans électricité. Les pays scandinaves essuient aussi leur lot d'incidents. De nombreuses routes ont été fermées ainsi que des traversées en bateau annulées. Dans le sud de la Norvège, un cargo était en détresse suite à une perte de courant déclenchée par les fortes vagues.
Au Danemark, plusieurs ponts ont été bloqués, notamment celui reliant Copenhague à Malmö en Suède. La Suède au Mali a provoqué l'effondrement d'une grue de construction tard dans la nuit de samedi à dimanche. Plusieurs hangars de construction ont aussi été abîmés.